Je viens d'une famille juive séfarade par ma mère. Je viens d'une famille juive ashkénaze. Ma mère est née à Sfax et mon père est né à Tunis. Mes parents venaient de Hongrie. Mon père et ma mère étaient d'Algérie. Ma mère est juive marocaine. Du côté de mon père, c'est une famille d'origine d'Alsace-Lorraine, même de Lorraine plus précisément. Et c'est des juifs qui sont en France depuis avant la Révolution française. Ils sont venus en tant qu'enfants dans les années 20. Dans les années 30. Dès qu'Hitler a été élu, ils ont traversé la frontière. Au début des années 60. Elle a fait partie de l'exode des Juifs marocains, en fait, qui ont quitté au fur et à mesure le Maroc à partir de l'indépendance. Ils n'étaient pas français, ils étaient apatrides. Ma mère est née apatride. Naturalisés avant la guerre. Ils ont été naturalisés, je crois, en 47-48. En 64. Par le décret Crémieux de 1870. J'ai la double nationalité parce que, étant né en Israël, j'ai la nationalité israélienne et je suis français parce que j'ai toujours vécu en France. Je suis français et j'en suis très fier. Je me sens ni français de souche, ni français de papier. Je suis français tout simplement. J'ai cette fierté d'être juif, oui, parce que c'est ma culture. Mais je suis française. Ces éléments de mon identité ont toujours dialogué les uns avec les autres. Ça se fond de façon totalement naturelle et évidente. Il y a une expression qui dit fille de Marianne et d'Abraham. Je pense que je me place bien à cet endroit-là. Jean était mon grand-père. En fait, il s'appelait Gégosilla. Comme il était juif, il avait fui dans les années 30 son pays, la Pologne, pour se réfugier en France avec sa femme, Ève, ma grand-mère. Ève et Jean furent les seuls survivants de leurs deux familles à l'heure de la Shoah. Naturalisés avant-guerre, ils élevèrent mon père et mon oncle comme de parfaits petits Français. Et moi-même, tout naturellement, je fus élevée sous le triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité. Mon grand-père n'était pas pratiquant. Pourtant, le jour de son enterrement, il avait tenu à ce qu'un rabbin soit présent. Tandis que la patrie rendait hommage à son engagement pendant la guerre en enveloppant son cercueil du drapeau tricolore, la bénédiction du Kaddish résonnait. Le judaïsme et la France unis pour un dernier adieu. La France et le judaïsme comme les deux faces de ma propre médaille. Comme une évidence pour chacun dans ma famille. Enfin, une évidence. Jusqu'à ces derniers temps. Jusqu'au retour de l'antisémitisme. Jusqu'à l'obsession identitaire. Jusqu'à ces débats parfois violents sur la prétendue menace que feraient peser les migrants ou leurs enfants. Tous ces discours qui remettent en question les fondements d'une France aux cultures mélangées et qui reprennent une nouvelle vigueur à chaque élection présidentielle. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire ce film et de rencontrer des hommes et des femmes qui, comme moi, sont juifs, produits d'une mixité aux multiples contours et français, absolument français. Des hommes et des femmes qui ont la même certitude, la même espérance du moins, d'être tous, sans exception, des enfants de Marianne. Nous sommes au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, un lieu de culture et de mémoire qui rappelle combien les destins du judaïsme et de la France sont entremêlés. Là, j'ai découvert les innombrables témoignages d'une histoire partagée vieille de plusieurs siècles. Parmi eux, quelques lignes imprimées sur un document, quelques lignes d'un décret datant de 1791. Voté par l'Assemblée constituante puis signé de la main du roi, c'est ce décret qui a fait des Juifs des citoyens français. Dans toute l'Europe, notre République encore balbutiante est alors la première à le faire. Elle avait reconnu d'abord la citoyenneté des Bordelais qui était plus, disons, socialement plus élevée et plus cultivée et qu'il avait obtenue très facilement. Mais les Juifs de l'Est, qui étaient plus modestes, plus misérables, ça a été plus difficile. Mais la conviction dans les grands principes et l'idéal républicain ont permis de dépasser les préjugés qui restaient très, très forts. Il y a eu un concours sur comment rendre les Juifs plus heureux et plus utiles quelques années avant la Révolution. Donc ça a été préparé par tout un travail de la part des Lumières. C'est dire le lien qui unit les Juifs et la République. Grâce à cet idéal qui voulait que tous les hommes naissent libres et égaux, des milliers de familles ont alors gagné le droit d'être des Français comme les autres.
C'est-à-dire que la population juive était le produit de migrations, les unes remontant à quelques générations, les autres très proches, mais ils pouvaient adhérer au franco-judaïsme, à la citoyenneté française, conjuguée avec la connaissance et la fidélité au judaïsme, avec beaucoup d'énergie, de cœur, d'engagement et de conviction que la France était spéciale dans ses relations avec les Juifs. Sur 2 ou 3 générations, ils ont pleinement participé de l'idéal républicain. Et c'est au cours du Second Empire que les Juifs se sont mis à avoir des positions importantes dans la vie économique, dans la vie publique, et qu'ils ont adhéré au principe de la République, qu'ils avaient fait les égaux de tous les autres, et qui avaient reconnu en 1905 le judaïsme symboliquement sur le même plan que le catholicisme, qui était la religion de 97 ou 98% des Français. Vous savez que dans les shtetl de l'Est, on disait « heureux comme Dieu en France ». C'est de l'Est, justement, de Pologne, d'Allemagne ou encore d'Ukraine, que les Juifs sont d'abord arrivés massivement tout au long du XIXe siècle et jusque dans les années 1940, fuyant la pauvreté et les persécutions. On les appelle les Ashkénazes. C'était aller partir, chercher un avenir meilleur, dans une France qui, à l'époque, représentait une perspective de travail, de développement, d'éducation pour des petits juifs polonais. Mes grands-parents paternels, ils viennent de Pologne. Et ils sont arrivés, mon grand-père en tout cas, est arrivé en France dans les années 30. Il a risqué sa vie pour la France, et qu'il s'est engagé, il a défendu la France, il n'était pas français. Donc non, la France comme un lieu de liberté absolue, comme un lieu d'accueil et comme un pays de culture. Du côté des séfarades, originaires d'Afrique du Nord, l'histoire avec la France commence par l'Algérie, lorsqu'en 1870, le décret Crémieux octroie la citoyenneté à tous les Juifs du pays. Mais c'est dans les années 60 que des milliers de familles arrivent en France, après que l'indépendance des pays arabes et les premiers conflits israélo-palestiniens les ont poussés à l'exode. Si les Algériens sont déjà français, les Tunisiens et les Marocains, eux, sont des immigrés. Nous, on était les Français d'Algérie. Les Français d'Algérie. On n'était pas les Juifs français d'Algérie, on était les Français d'Algérie. Accessoirement, Juifs aussi. Ma mère était institutrice, porteuse de la bonne parole culturelle laïque républicaine de Jules Ferry. Pour ma mère, la question ne se posait pas. C'était la France laïque républicaine, je répète. Pour mon père, la question se posait encore moins, puisqu'il s'était engagé dans l'armée, dans les zouaves, et après, il a fait une guerre de 14-18 héroïque, puisqu'il en est sorti avec 7 blessures. Bref, pour lui, la France, c'était la mère patrie. J'ai jamais imaginé qu'il puisse y avoir autre chose. Quand mes grands-parents sont arrivés en France, au début des années 60, ils ont voulu vraiment s'intégrer et faire partie de cette nation qui les avait acceptés et qui les prenait comme ils étaient, qui leur permettait de travailler, d'évoluer. Il y a vraiment une volonté, pas du tout d'oublier d'où ils venaient, mais de vivre dans le moment présent et de vivre là où ils étaient et de s'adapter et de s'intégrer à l'endroit où ils étaient. Et donc la France a pris énormément de place dans leur vie à partir du moment où ils sont arrivés en France. Histoire de migration, d'intégration, de reconstruction. Être juif, c'est forcément venir d'ailleurs, que ce soit il y a 50 ans ou 3 siècles. Nous portons tous une part d'étrangers en nous. Alors, comment ce pays d'accueil est-il devenu le nôtre ? Comment, au-delà de nos papiers, sommes-nous devenus français ? Pour moi, ça n'a jamais été une question. Mes parents étaient français, point. Certes, il y avait eu des histoires de migration et d'exode et de changement de culture, mais leur culture, la plus ancrée, la plus évidente pour moi, était une culture française. Et dans la famille de mon père, la famille paternelle, il y a un amour très très fort de la France, de la République, de ses valeurs qui a toujours été transmis. J'ai eu l'impression de grandir dans l'héritage de cette histoire d'amour et ce lien très ancien à la France. J'ai reçu cette chose de mon père et ma mère, je pense, de manière très très forte, quoi.
La France a toujours été une chose très très importante, la langue française, la culture française. Je pense qu'effectivement, ils se sentaient très très français. Moi, c'est pas très compliqué, hein. Je suis né en France, je parle français, j'étais avec des copains français, donc c'est clair. Mes parents, très français, admirant la France. Non, ça n'a jamais été une question pour moi. Voilà, des fois, j'ai aucune idée que mes grands-parents ne sont pas nés là, qu'au fond, vraiment, j'ai très très peu de rapport à la France. Enfin, c'est assez récent, quoi, que je suis français. Enfin, que ma famille l'est. Et donc, mais depuis quand j'étais tout petit, oui, enfin, je venais des rois de France. Enfin, je sais pas, il n'y avait pas eu de... Enfin, les questions que mes grands-parents aient immigrés en France, je ne savais pas. Moi, je suis très fortement marqué par le fait que je ne suis pas français, enfin, que je ne suis pas né dans un bocal français. C'est simple, enfin, je veux dire, moi, j'ai pas de grand-mère en Bretagne, j'ai pas de famille à Lons-le-Saunier ou à Dijon. C'est objectif, là, pour le coup. J'ai découvert la France. On se sent devenir français, mais au départ, c'est pas acquis, hein. J'ai grandi dans une famille où il y avait la conscience du devenir de la France, de ce qu'il fallait faire pour que la France soit mieux. J'ai l'impression que c'est plus ça qui m'a fait me sentir français, c'est que j'ai grandi dans une famille militante. Je me suis pas senti petit-fils d'immigré. Peut-être la première fois que je l'ai réalisé, c'était dans les manifestations contre l'extrême droite, quand j'étais au lycée et qu'on chantait enfant d'immigrés, première, deuxième, troisième génération, et que je me suis rendu compte que ça s'appliquait à moi-même. Je pense que je me sens plus français en réalité qu'avant même. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu réparé sur une certaine méfiance vis-à-vis de la police ou de l'armée, que j'avais hérité d'un traumatisme lié au fait que des membres de ma famille avaient été tués ou dénoncés par la milice française pendant la guerre, et qu'il y avait quelque chose qui ne pardonnait pas à la France d'avoir collaboré. Oui, au milieu de cette belle histoire française se loge la douleur et la trahison. L'antisémitisme moderne, né au XIXe siècle dans les cercles anti-républicains, entraînera l'État vers les pires atrocités. Ce sera le régime de Vichy de 1940 et son infâme collaboration. Lois anti-juives, étoiles jaunes, spoliation, délation, rafles. La haine de tout un pan de la société française trouve là son acmé. Avant même que les nazis ne l'exigent, le maréchal Pétain et sa police participent activement à la déportation de milliers de familles depuis le territoire national. Pendant plusieurs années, la France poignarde ses citoyens juifs au cœur et provoque une blessure que les résistants et les justes aident tant bien que mal à cicatriser. Issu moi-même d'une famille marquée par la guerre et la collaboration, j'ai grandi avec le souvenir de cette trahison, avec ce sentiment de n'être jamais tout à fait à l'abri dans mon propre pays. Et toujours cette question inévitable. Et si un jour, ça recommençait ? Évidemment, il y a énormément de choses qui ont été conditionnées par l'expérience de la guerre, ne serait-ce que tout simplement le fait de vouloir s'intégrer très fortement et de pouvoir obtenir les codes de l'éducation à la française, de pouvoir maîtriser tous les codes culturels, faire des bonnes études. C'est quelque chose qui, je crois, a été transmis comme très important parce que c'est aussi ça qui peut permettre de se sauver lorsqu'il y a un risque que ça se reproduise. Mais l'autre face, l'autre volet, c'est qu'en même temps, à quel prix est-ce que s'intégrer à tout prix, ce n'est pas perdre son identité juive? Je pense que c'est une grande différence entre un séfarade et un ashkénaze. Un séfarade n'a pas peur de dire qu'il est juif parce qu'il n'a pas cette histoire-là, quoi. Donc, et je pense que les séfarades, en arrivant en France, ont redonné aux juifs ashkénazes un bout de leur identité juive. S'il est bien une ville en France où les juifs n'ont pas peur de se montrer tels qu'ils sont, c'est Strasbourg. Là-bas, les juifs sont présents depuis des siècles, littéralement. Aujourd'hui, on y trouve les plus anciennes lignes de France, à côté de familles arrivées au cours du XXe siècle. Alors, j'ai eu envie d'y aller, et j'y ai rencontré Gabriel Rosner et sa belle-mère, Mireille.
Toutes deux incarnent la diversité juive alsacienne d'aujourd'hui. Gabrielle est à la fois issue du côté de son père d'une famille française depuis l'époque des Lumières et par sa mère de Marocains qui ont immigré dans les années 60. Quant aux parents de Mireille, ils sont venus de Hongrie dans les années 20. C'est ensemble qu'elles m'ont reçue au cœur du quartier juif dans le centre historique de Strasbourg. Il y a une qualité de vie juive qui est rare en France. On voit la vie juive à Strasbourg. Quelqu'un d'extérieur est spectateur d'une vie juive à Strasbourg. Mais de manière, c'est paisible, c'est intégré aussi dans la vie quotidienne. Et voilà. Alors ça veut dire aussi que dans les boulangeries des quartiers où il y a une forte population juive, les boulangeries qui ne sont pas des boulangeries cachères, qui sont des boulangeries ordinaires, vous pouvez trouver le pain de Shabbat tous les vendredis, par exemple. Les gens qui n'ont pas l'habitude, et notamment des Israéliens qui n'ont pas l'habitude, qui viennent à Strasbourg pour la première fois, ils sont très surpris de ça. Ils disent, mais on se croirait à Jérusalem, c'est incroyable. Il y a des gens qui habitent effectivement dans des familles juives, en général religieuses, qui viennent vivre à Strasbourg. Ils font leur alia à Strasbourg. Cette plaisanterie est riche de sens car l'alia, c'est l'immigration en terre d'Israël. Une démarche principalement religieuse. Il faut dire que la religion à Strasbourg, c'est une affaire d'État. L'Alsace est la seule région de France où subsiste le concordat, instauré par Napoléon Ier au début du XIXe siècle, pour organiser les rapports entre l'État et les trois religions de l'époque, le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. En 1905, le concordat en fait, a été supprimé. Mais comme l'Alsace-Moselle était allemande, l'Alsace-Moselle est restée concordataire. Et lorsque en 18, l'Alsace-Moselle est redevenue française, le gouvernement français a laissé le concordat qui était non pas un reste des Allemands, mais un reste de Napoléon de 1801. En fait, concrètement, ça veut dire que les curés, pasteurs et rabbins sont payés par l'État. Voilà. Sont payés par l'État, que les cultes, en fait, sont rémunérés par l'État. Et qu'il y a des cours de religion de manière tout à fait officielle à l'école laïque et républicaine, et que donc le fait religieux en fait en Alsace fait partie officiellement de la vie quotidienne laïque. C'est aussi à Napoléon que l'on doit la création du consistoire israélite. L'empereur favorise alors la reconnaissance du culte, tout en poussant à ce qu'il soit relégué à la sphère privée. Pour s'assimiler, les Juifs doivent être discrets. Aujourd'hui, la pratique est libre, mais c'est comme s'il y avait toujours une forme d'exigence personnelle à ce que celle-ci s'insère le mieux possible dans la société, même chez les plus orthodoxes, comme Mireille. C'est une pratique assez stricte, effectivement, très, très traditionnelle, disons moderne orthodoxe. Qu'est-ce que c'est moderne orthodoxe ? C'est-à-dire essayer de pratiquer en observant tous les commandements et toutes les règles, tout en vivant plus ou moins dans le siècle, et surtout après avoir fait des études et participant à toute la culture. J'ai couru me faire inscrire pour pouvoir voter, parce qu'il me semblait que c'était mon devoir, que je devais participer à la démocratie et à la République. Et d'ailleurs, il y a une obligation dans le Talmud, il est écrit « Dina de Malchuta Dina », c'est-à-dire que les lois du pays où l'on vit sont les lois que l'on doit observer. Un juif doit observer les lois du pays où il vit. Ce soir, c'est Hanouka, la fête des Lumières. Pour le dire simplement, c'est l'équivalent de Noël dans la religion juive. Pour l'occasion, Mireille et Gabrielle ont réuni leurs proches et m'ont invité à y assister. Cette famille qui se retrouve autour d'un chandelier et de chansons, je trouve ça beau. Et en même temps, cela m'est totalement étranger. La religion n'a jamais eu de place dans mon judaïsme. Je suis une athée farouche et fière de l'être. Pourtant, je me sens juive jusqu'au bout des ongles. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'être juif ? Il y a 1000 façons d'être juif et l'une n'est pas les plus légitimes que l'autre. En fait, la particularité du judaïsme, c'est ce qui est extrêmement compliqué à expliquer, c'est que personne ne sait définir ce que c'est qu'être juif. Et peut-être même que la définition
la meilleure définition qui existe de ce que c'est d'être juif, c'est de ne pas savoir. Le définir. Je suis juive en partie parce que je suis née juive, parce que ma mère était juive, mais je suis juive aussi parce que je me suis construite en tant que juive. Je me construis en tant que juive en ayant décidé moi-même de faire ma bat mitzvah. Je me construis en tant que juive en étant engagée, en luttant contre l'antisémitisme, en essayant de rechercher le passé de mon grand-père. Je me sens juive par tout ça et je me construis en tant que juive. Je pense que ça s'est imposé naturellement par mes parents, par le reste de ma famille, par cette chaleur particulière qu'il y a dans ma famille, par cette force. C'est un judaïsme qui s'est imposé de manière très douce, en fait. J'ai le sentiment historique d'une continuité. Ça, c'est très important. Ces 10, 15, 20 dernières années, j'ai commencé à revendiquer non pas une philosophie juive ni une croyance religieuse juive, je suis complètement athée et mécréant, et profondément athée et profondément mécréant, mais je revendique la condition de juif. J'ai des discussions assez fréquentes avec Nicole, ma femme, qui est une Bretonne d'origine catholique, mais complètement athée également comme moi. Elle prétend que je deviens idiot avec ces histoires de juifs, que je suis en train de filer à mauvais coton, même, presque. Je suis née pendant la guerre. Mon père était parti dans le maquis, enfin, il faisait des tas de trucs. Et il avait raconté à tout le monde que sa femme n'était pas juive. Et moi, je ne savais pas que nous étions juifs. Je me rappelle très bien, j'avais 7 ans et on m'a envoyé dans une espèce de Talmud Torah, c'est-à-dire c'était un jeune juif d'ailleurs d'origine, je crois, un Sfarad, qui avait organisé un Talmud Torah et il venait chercher lui-même les enfants. Et je me rappelle qu'il m'a dit, je suis arrivée là-bas et il m'a dit, tu sais que tu es juive et que tu n'as pas le droit de manger du cochon. Ça m'a bouleversée, parce que ce que j'aimais le plus, c'était le pain beurré avec du jambon. C'était vraiment... Et alors, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à maman, tu sais que nous sommes juifs. Alors ça, elle le savait. Et tu sais qu'on n'a pas le droit de manger du cochon. Alors moi, je la connaissais, ma mère. C'était une Hongroise, c'était... Enfin bon, elle a dit, tu leur diras qu'on n'en mange pas. Et vous, à partir du moment où vous avez découvert que vous étiez juive, c'est quelque chose qui, tout d'un coup, a fait partie de... Oui. Ça me paraissait évident. Si j'étais juive, il fallait que je le sois totalement. Être totalement juif. Selon les rites et la tradition, cela passerait forcément par Israël. Terre ancestrale, terre promise vers laquelle nous tous rêverions de monter, comme on dit. Mais cet État qui porte une étoile sur son drapeau, est-il forcément le nôtre ? Peut-on être juif sans Israël ? Si on me demande, est-ce que c'est parce que vous êtes juif que vous avez un lien à Israël ? Je dirais que dans mon cas, oui, mais je conçois très bien que beaucoup de gens soient juifs et très juifs et n'aient pas de lien à Israël. C'est des voix qu'on a du mal à entendre aujourd'hui. On a l'impression que tous les juifs ont un lien très fort à Israël. C'est pas le cas. Moi, j'y pense jamais. Enfin, j'ai aucun rapport. Enfin, non, je suis juif totalement sans Israël. Ça, c'est facile. J'y suis allé une première fois en vacances avec des copains il y a 7 ans. Et là, j'ai découvert le pays comme un touriste, Et puis, j'étais fasciné quand même par ce pays si singulier, si étrange. Et qu'il est étrange, quand même. C'est un endroit où il n'y a que des juifs, c'est assez bizarre. J'ai passé le bac en France et puis je suis partie au départ pour quelques mois et finalement pour quelques années en Israël. J'ai voulu tenter cette expérience et voir... comment mon judaïsme résonnait en Israël. Voilà. Et effectivement, j'y ai découvert autre chose. Moi, j'avais grandi en province, dans un lieu où il y avait très très peu de juifs. Donc c'était une situation quand même d'être une situation identitaire minoritaire. Là où j'avais grandi, et tout à coup, en Israël, je me suis retrouvée dans une réalité très très différente, une sorte de normalité absolue de mon identité juive, qui était pour moi quelque chose de très nouveau et d'assez passionnant. Là où je n'arrive pas complètement à me dire que je pourrais y être ou que ça me ressemble complètement, c'est que ça ne concerne que des juifs. Tandis que moi j'aime bien être spécifique dans un endroit où il y a plein d'autres gens spécifiques. C'est la terre d'un certain nombre de juifs qui ont été bousculés par l'histoire et qui y ont cherché refuge
dans une terre qui, il y a 20 ou siècles ou plus, a été la leur à une certaine époque. Mais c'est pas là, ce n'est pas ma terre. Je ne comprends pas d'ailleurs la réflexion saugrenue de Netanyahou qui a dit que la patrie des Juifs était Israël, pas du tout. Tout juif, toute juive, qui souhaiterait monter en Israël et émigrer en Israël, seront accueillis avec les bras ouverts, avec toute notre chaleur. Un scandale, un pur scandale, d'une arrogance mais de qui se prend-il mais je ne suis pas... Monsieur Netanyahou m'englobe parce que je suis juif et considère que je devrais être en Israël ou que Israël est ma terre avant la France. Non, mais ça va pas, non? Je devrais le mettre au piquet avec un bonnet d'âne sur la tête. Israël a été fondé pour être aussi un État refuge pour des Juifs en situation dramatique et qui ont besoin de savoir que l'État d'Israël existe comme un refuge potentiel. Ou de le présenter comme étant la seule voie de sortie ou option pour les Juifs de France me paraissait particulièrement malvenu. C'est en effet au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, qu'Israël a été créé après que l'Occident a découvert l'horreur de la Shoah et considéré que les Juifs avaient besoin d'un État qui toujours les protégerait. La Shoah, littéralement la catastrophe en hébreu, c'est l'extermination systématique des Juifs par les nazis. Le point de non-retour après tant d'exactions subies à travers les siècles. La Shoah, c'est sans conteste la clé de mon judaïsme et de celui de beaucoup d'autres. Alors que j'entre dans la crypte du mémorial qui lui est dédié à Paris, tombeau symbolique des 6 millions de Juifs morts sans sépulture, je repense à ma famille et à toutes celles qui y reposent. Déportés, gazés, massacrés. Voilà ce qui réveille chez moi un vif sentiment d'appartenance. Ni religion, ni tradition, ni terre, juste une exigence d'être. Ils ont voulu nous détruire, ils n'y sont pas parvenus. Je pense que ça joue dans la conscience juive et aussi dans sa conscience politique au sens large, d'une façon générale. J'ai le souvenir de la découverte de ce qu'a été la Shoah en 1945. J'ai le souvenir du retour des déportés à l'hôtel Lutetia où certains allaient tous les jours se demandant s'ils allaient retrouver leurs proches. Et j'avais 10 ans et je pense que ça a été en profondeur quelque chose de très important dans notre engagement au monde. Enfin, je suis convaincue que ça a été essentiel dans beaucoup de nos choix existentiels. Là où je me sens juif, et ça depuis comme assez longtemps, c'est le rapport à l'extermination, c'est la Shoah, c'est clair. Et cette grand-mère qui allait à Auschwitz. À la fois, il y avait une sorte de grande pudeur, parce que ma grand-mère en parlait pas beaucoup quand j'étais petit. Je le savais pas, c'était assez secret. Et en même temps, je me souviens quand même que je voyais le numéro sur son avant-bras de déporté, donc je savais bien qu'il y avait quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, moi j'ai compris ce qui s'était passé, puis elle m'a expliqué, mais c'est fondamental. Ouais. Cette désignation en tant que juif, enfin que même les mauvais juifs comme moi puissent aller brûler dans les chambres à gaz, c'est sûr que ça fait quand même que ça passe par là. Mes grands-parents étaient donc des survivants de la Shoah et ils ne parlaient pas beaucoup et pas du tout de leur vie avant la guerre. C'est le cas de beaucoup de survivants de cette catastrophe qui ont pas même choisi le silence, mais n'ont pas pu faire autrement que de rester murés dans un silence au lendemain de la guerre. J'étais héritière de cette histoire, du côté de ma famille maternelle, une histoire très douloureuse, et je refusais que cette histoire définisse le tout de mon identité juive. Et il fallait pour moi que cela passe par autre chose, et tout particulièrement par de la vie et par de la joie. Il y a un concept très fort dans le judaïsme, chaque fois qu'on lève un verre de vin, on dit l'echaim, à la vie, cet ancrage dans la vie
et cet amour de la vie est extrêmement présent dans les rites et dans la tradition. Et je crois qu'assez jeune, en tout cas adolescente, je me suis promis que cet élément-là allait prendre le dessus de mon judaïsme. Dans la transmission qu'on m'a fait du judaïsme, il y avait toujours aussi cette idée de transmettre parce que c'est une culture qu'on a voulu détruire et qu'il fallait à tout prix préserver quelque chose. Il y avait l'idée pour mon père, après tout ce qu'on a souffert et tout ce qu'on a vécu, il faut que ça continue. Et il y a cette idée de vouloir continuer à transmettre une histoire, une culture, une histoire familiale évidemment, juive. Mes parents m'ont toujours dit, on aimerait que tu transmettes les valeurs et la culture et le passé qu'on t'a transmis à tes enfants. Et bien que mes parents n'aient pas été élevés dans la religion, je pense que leurs parents leur ont transmis ça et c'était important de pouvoir se marier à la synagogue. Évidemment que ça compte pour moi de leur transmettre des choses. Ça veut dire que je ne les laisse pas dans la nature en se racontant l'histoire qu'ils ont envie de se raconter. Ils ont une histoire. Ils ont des grands-parents du côté de leur mère, des grands-parents du côté de leur père. Du côté de leur mère, quand même, leur grand-père maternel a été caché pendant la guerre parce qu'il était juif. Ça compte aussi, quoi. Donc, il est hors de question de ne pas leur raconter leur histoire. Histoire, héritage, mémoire, tradition. Le judaïsme est un legs dont chacun fait ce qu'il veut, ou du moins ce qu'il peut. Un étrange puzzle dont on rassemble les pièces qui nous correspondent. Mais si nous sommes juifs, nous sommes aussi français. Pour moi, ces deux éléments de mon identité sont indissociables. Est-ce le cas pour tous ? Comme il y a 1000 façons d'être juif, y a-t-il 1000 façons d'être français, juif ? Je considère qu'il est très important de signaler qu'on peut être à la fois français 150% et également de conditions juives. C'est deux choses tellement fondamentales pour moi, mais ça n'habite pas au même endroit de mon cœur. C'est-à-dire que français, c'est mes papiers, français, c'est moi le citoyen, français, c'est mes valeurs envers la société, etc. Et juif, c'est mon âme, surtout en ayant grandi, en étant né et grandi à Paris, on est quand même dans un endroit où on peut être un peu ce qu'on veut. J'aime beaucoup la culture française, j'ai fait des études, je suis médecin, j'ai lu tout ce que je pouvais lire, j'adore la langue française, j'aime les mots, mais je suis une juive qui vit en France. J'ai eu quand même un moment, effectivement, de questionnement. À 13 ans, on fait sa bar mitzvah. Donc on va au Talmud Torah. Ça veut dire on va à l'école juive pour apprendre un minimum d'hébreu, de choses comme ça, pour pouvoir faire sa bar mitzvah, qui est la communion juive. Toute la semaine, on est à l'école et on apprend nos ancêtres les Gaulois. Et le dimanche matin, on vous dit que c'est pas les Gaulois. Ou le dimanche matin, on vous dit que vous descendez d'Adam et Ève, que c'est plus du tout les mêmes théories que l'école où vous allez toute la semaine. Donc forcément, il y a un questionnement qui arrive très très vite. C'est-à-dire, on se dit, où je me situe, quoi. Il y a une chose assez troublante d'ailleurs. Et puis très vite, vous avez vos réponses, vous trouvez vos réponses, celles de vos parents, les vôtres. Comment vous les avez trouvées ? Alors, j'ai compris que les Gaulois, c'était pas forcément mes ancêtres. Mais que j'étais pas non plus complètement le petit cousin d'Adam ou de Ève, quoi. J'en sais rien. Ça veut dire on finit par s'adapter, quoi. Se trouver soi-même. On se construit sa propre histoire, en fait, au bout d'un moment. Vous avez pu allumer les bougies ces derniers jours, en famille, avec vos proches, vos amis. Hanouka, c'est toujours une fête qui est là quand on est au cœur de l'obscurité la plus grande. Les jours sont très courts, la nuit est très longue et donc on est plongé dans l'obscurité. C'est
c'est pas incompatible de faire dialoguer le particularisme et l'universel. C'est même le grand défi, je crois, de notre société. Mais pour moi, c'est une question très présente, très jeune. De quelle manière ce particularisme-là, cette histoire spécifique et mon appartenance au judaïsme dialoguaient avec les valeurs universelles dans lesquelles j'aspirais à vivre. Et en aucune manière, j'ai l'impression que mon rabbinat, moi, m'enferme dans une ethnie ou dans un groupe ou dans une communauté. C'est un langage avec lequel j'ai un lien affectif très fort qui me permet de penser mon existence dans le monde qui m'entoure. Vient aussi d'autres pays, d'autres cultures. Voilà, il y a des hommes politiques que les you-you sur le parvis de la mairie du 11e, les jours de mariage effraient. Ils peuvent être juifs ou musulmans. Moi, les you-you, j'adore. En fait, là, il faudrait mettre un autre pays qui est pas un petit pays, qui est pas une petite chose dans la culture familiale. C'est le Maroc, hein, qui est très important. Et donc, on est français, mais on se sent aussi très marocain. C'est-à-dire que moi, quand je vais au Maroc, je suis pas à l'étranger. Et le vrai choc, ce que j'ai vu, qui était oriental chez moi, c'était mon côté russe. Et je m'en suis rendu compte très tardivement. Et puis, voilà, je suis 50% russe, 50% marocain, 50% français. Ça fait quelqu'un à 150%. Je me sens vraiment français, je me sens vraiment juif, je me sens vraiment arabe. Ça veut dire que je me sens pas... Par exemple, il y a des moments où je me sens beaucoup plus proche d'un arabe musulman que d'un juif ashkénaze, par exemple. Je me sens arabe, je suis arabe. Je suis d'Algérie, quoi. Ça veut dire... Moi, non. Mes parents, mais j'ai hérité de ça. C'est une identité en réalité composite, mais une identité non composite n'existe pas. Et je crois qu'on en est de plus en plus conscient aujourd'hui. Personne n'a une identité pure, ça n'existe pas. Et je crois que les Juifs français, les Français juifs, étaient très conscients des éléments composites de leur identité qui dialoguent et se superposent les uns aux autres. Voilà pourquoi... Moi, j'ai vraiment un problème avec le discours sur l'identité. Aujourd'hui, on nous parle constamment d'identité. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, ce que je déplore depuis des années, mais je dirais que ça s'est renforcé ces derniers mois, c'est qu'aux yeux de certaines personnes, je ne suis plus que juive. Je ne suis plus que juive, comme si tout le reste avait disparu. Et ça, c'est extrêmement dangereux de n'être plus qu'un élément de ce qui nous constitue. Moi, je me dis pas tous les jours, à chaque pas que je fais, je suis juif, je suis juif, je suis juif. Ça veut dire, on vit sans avoir conscience chaque seconde du fait d'être juif. Mais il y a des moments où on vous le rappelle, donc on vous le rappelle, on vous le rappelle, on vous le rappelle, ça finit par faire partie de vous. C'est ce constat qui a poussé Yvan Attal à faire son film Ils sont partout, sorti en 2016. Ce sentiment de violence d'être si souvent renvoyé à sa condition de juif et de voir peu à peu l'antisémitisme regagner du terrain. Ici, on t'avait dit de faire Polytechnique. Voilà, on n'est pas juif. Tu vois bien, une mère juive, ça écoute son fils, ça comprend son fils. J'ai épousé le seul juif qui a pas de thune. T'es l'exception. Oh, je pourrais devenir riche maintenant que je suis juif. Si j'ai eu envie de faire ce film aussi, c'est parce que, d'une certaine manière, je me suis senti moi-même victime d'antisémitisme. Pas victime... comme un type qu'on poignarde dans la rue il n'y a pas longtemps, un rabbin à Marseille ou je sais pas où. Pas victime comme ça, mais victime parce que désigné comme juif, parce que provoqué en tant que juif. Moi, j'estime que tout ça participe à une chose qui me rassure pas, quoi, qui me montre bien que dans tous les milieux, il y a une forme d'antisémitisme qui s'exprime. J'ai une assistante dans ma boîte, elle était heureuse, etc., etc. Et un jour, euphorique, elle me dit « Ce qu'il y a de bien chez vous, c'est que vous êtes comme ça. » Et ça, c'est antisémite pour moi. Quand on me dit ce qu'il y a de bien chez vous, qu'on me donne du vous dans un espèce d'ensemble, on me remet tous mes efforts pour être français, d'un seul coup, on me les balaye comme ça. On me les balaye en me donnant du vous.
Tout au fil de ma scolarité, en tant que lycéenne et étudiante aussi, j'ai eu le droit à quelques petites réflexions, des préjugés par-ci par-là. Une étudiante qui était dans ma promotion il y a 2-3 ans qui me disait mais moi je viens de Montpellier, mais en arrivant à Paris j'ai compris pourquoi mes parents on me disait que les juifs contrôlent tout. Vous êtes un peu partout, en vrai vous vous aidez. C'est-à-dire la difficulté de l'antisémitisme, c'est qu'aujourd'hui elle tend à essayer de dire aux juifs qu'ils seraient moins français que les autres, qui n'auraient pas leur place ici, que leur rôle en France serait de tirer les ficelles pour des intérêts extérieurs, que leur affiliation serait cosmopolite ou uniquement avec Israël et pas avec la France, contre la France. Je crois que ça devient un problème vraiment public et inquiétant, je dirais à partir des années 2000. Est-ce que vous avez la sensation que c'est dans toute dans l'ensemble de la population française? Je pense qu'il y a des courants divers qui se sont rejoints dans une période d'affaiblissement du civisme en général. Le courant d'extrême droite continue à exister, hein, il n'est pas mort pour autant. Et maintenant, il se sent plus libre de s'exprimer. Il ne s'était plus exprimé publiquement depuis la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Et puis s'y est joint, au nom de la défense des Palestiniens, un courant d'extrême gauche qu'on a vu apparaître dès les années 70. Un courant qui s'est appelé antisioniste et non pas antisémite pour être couvert du point de vue de la loi, qui s'est rencontré avec le courant antisémite d'une partie des populations d'origine musulmane et marginalisées dans les banlieues. Et ces trois courants se sont retrouvés et avec chaque épisode de la guerre entre Israël et au Moyen-Orient, elles reprennent une certaine vigueur au nom de la défense des Palestiniens. Descente au quartier juif. Venez équipés de mortiers, extincteurs, matraques. Plusieurs magasins tenus par des juifs sont saccagés, comme cette pizzeria et ce supermarché cachère. La synagogue doit être protégée par les CRS. Des sympathisants d'extrême droite et des catholiques intégristes ont scandé leur haine des juifs. C'est ici, non loin de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois, qu'Ilan Halimi a été retrouvé agonisant. Son corps, brûlé à l'acide, porte des traces de torture et de coups violents. C'est la stupeur devant le collège et lycée juif Ozar Torah de Toulouse. Il serait arrivé devant l'école et aurait tiré dans le tas. Jonathan Sandler, rabbin et enseignant de 30 ans, ses deux enfants, Harry et Gabriel de 5 et 4 ans, Myriam Monsonego, 7 ans, sont assassinés. Un adolescent est grièvement blessé. Même si individuellement, il y avait des concitoyens qui nous exprimaient leur horreur face à ce qui s'était passé, etc. Mais le fait est que, évidemment, la population, dans son ensemble, on va dire française, a manifesté peu de compassion, comme si l'antisémitisme ne les concernait pas. Comme si l'antisémitisme était uniquement une affaire entre juifs. Même des gens très bienveillants, tout à coup, se sont raccrochés à une modalité explicative et que ça avait quelque chose à voir avec les juifs, ce qui se passait. C'est une façon de se protéger, en s'imaginant qu'on n'est pas en première ligne. Si les juifs sont en première ligne, c'est que nous, on n'y est pas. Mais je vais vous dire la vérité, c'est que nous-mêmes, on trouve ça normal, presque. Que ça soit qu'on s'en prenne aux juifs. Oui, ça c'est vrai. C'est idiot, hein, mais c'est pas du masochisme, mais c'est comme ça, c'est évident. Qu'on nous persécute, oui, mais c'est presque normal, vous voyez. Puis est arrivé janvier 2015. Charlie Hebdo, la jeune policière de Montrouge et l'hypercachère. Et soudain, toute la France, enfin, s'est levée. Silence pour tous ceux qui sont morts, innocents. À Pontarlier, comme à Bayonne, Antibes, Metz, ou ici, à Laval. C'est un même élan de solidarité à travers le pays qui a poussé de nombreuses personnes à manifester leur soutien ensemble. Moi j'ai le sentiment qu'il y a eu un basculement et je crois qu'il y a eu une prise de conscience faite à ce moment-là
que l'antisémitisme, c'était l'affaire de tous. Je pense que les gens se sont sentis unis dans quelque chose de très fort qui était la France. Et quand Manuel Valls dit la France sans les Juifs de France n'est pas la France, je pense qu'en janvier, on a attaqué la France et que les Juifs faisaient partie de ça. Et donc les gens se sont réveillés aussi pour ça. Sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Ouais. Les Juifs de France sont au cœur de la République. Et ce message, nous sommes tous des Charlie, nous sommes tous des policiers, nous sommes tous des Juifs de France. Là, il y a eu j'ai l'impression qu'il y a eu un sursaut et une prise de conscience, clairement. Il y a eu une prise de conscience des Français que lorsqu'on s'attaque aux Juifs, c'est que ça va très mal. Et qu'en réalité, les Juifs étaient visés comme premier rempart de notre société, voilà, comme symbole de quelque chose, comme porteur ou incarnant quelque chose qui nous concerne tous. Je vois les Juifs comme les petits canaris qu'on met dans la mine, qu'on mettait dans la mine pour voir, vous savez, qu'ils devaient sentir s'il y avait du gaz. Et parce que quand on voulait voir s'il y avait du gaz, des fuites de gaz dans les mines de charbon, donc on venait avec des canaris. Et si les canaris clamsaient, c'est qu'il y avait des fuites de gaz. Donc je nous vois, les Juifs, on va dire, comme ces petits canaris, c'est-à-dire on est les premiers à sentir quand ça commence à aller mal. Et on est les premières victimes. Mais après, ça va être... c'est révélateur de problèmes beaucoup plus profonds et qui vont toucher ensuite toute la population. Et la suite, c'est les attentats de novembre. Désormais, les attaques touchent tout le monde, sans distinction de couleur, de culture, de religion. Fêtards dans un concert, groupe d'amis en terrasse, fans de foot, familles venues assister à un feu d'artifice, touristes expatriés, policiers, prêtres et combien d'autres encore. Et face à cette menace permanente, alors même que c'est la France plurielle qui est touchée et qui s'est unie dans une douleur commune, certains voudraient en réponse en gommer définitivement les contours. Mais n'est-ce pas justement trahir la France et son héritage que de chercher à nier la diversité qui la compose ? Car malgré les blessures et les haines d'hier et d'aujourd'hui, ce modèle républicain que tant de monde semble remettre en question est porteur d'un idéal qui fait sa force et sa longévité. Voilà peut-être ce que nous, Juifs descendants de migrants, Français de cœur et d'histoire incarnons, parmi d'autres. Après la tragédie qu'on vient de vivre, je crois qu'il a été clair pour beaucoup d'entre nous à quel point on était attachés à ce pays et à ce que moi j'appelle ces narratifs qui vont de ces valeurs gravées sur le frontispice des établissements et des institutions, liberté, égalité, fraternité, jusqu'à certains narratifs qui portent même à sourire, mais qui font partie de notre petite histoire à la française, du petit café et du petit journal en terrasse. Voilà. Je pense que tout ça fait partie d'une histoire dont on se sent prendre part, qu'on soit français de très longue date ou récemment intégré. La France, on peut aussi ne pas naître sur son sol et apprendre à l'aimer. Et je pense que c'est ce que mes grands-parents ont fait et c'est ce qu'ils m'ont transmis. Ce que mes parents m'ont transmis, la France n'est plus juste une terre où les gens sont là depuis 1250 et c'est des gens qui créent la France, qui construisent la France par leur amour pour la France. On a beau venir tous d'un endroit différent, on se retrouve tous ici, c'est pas par hasard, ça veut dire, vos grands-parents viennent sûrement, je sais pas d'où, d'Europe, de Pologne, les miens d'Algérie, des Français musulmans aussi, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc. Il y a des gens qui sont originaires d'Italie, de Pologne, mais on se retrouve en France. Si on est resté ici, c'est qu'il y a des raisons. Et donc, c'est pour ces raisons-là qu'on doit être attaché à la France et qu'on doit aimer cette France, quoi. J'étais allé à un concert gratuit à Stalingrad, concert de rap.
Et je voyais tous les gens autour de moi, je me disais, mais c'est hallucinant, enfin, ce pays est dingue, le pays je parlais de la France. J'étais très très réjoui. Parce que Parce qu'il y avait tellement de gens différents qui se réunissaient, et en même temps, on chantait tous ensemble, et enfin, ça paraît un peu, voilà, un peu joli, quoi, mais je me disais, quand même, il y a une puissance de la France. Cette puissance-là, la grande puissance de la France, c'est ça, quand même. Il y a la culture, ok, mais là, maintenant, en ce moment, non, la puissance, c'est le multiculturalisme. On doit se battre pour que tout ça puisse marcher. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le terme en hébreu qui dit la France, le terme France en hébreu, ça se dit tsarfat, et c'est un mot qui signifie littéralement le creuset de l'orfèvre, c'est-à-dire le lieu où des éléments et des matériaux se croisent pour s'unir différemment, pour changer leurs propriétés en s'unissant, en se mélangeant. Et moi, j'ai la conviction qu'il faut reconquérir cette idée et ce terme aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui. D'ailleurs, pas que pour les Juifs, bien entendu, mais repenser de quelle manière notre pays est un lieu de creuset, un lieu d'un mélange. Et le propre d'un alliage, c'est qui fait que les métaux sont beaucoup plus forts que dans leur état pur, parce qu'ils ont rencontré l'autre.